Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités viendront nous raconter en quoi une histoire d'amour trop passionnelle a bien failli les détruire. J'ai honte en fait, je me dis comment j'ai rien pu voir. Après avoir vécu 30 ans en couple, Bahram se retrouve seul. À 50 ans passés, il ne sait pas s'il pourra encore séduire une femme. Une très belle femme commence à arriver, je commence à parler avec elle. On ne s'est plus lâché, on était collés l'un à l'autre. Toutes les 10 pas, on s'arrêtait, on s'embrassait. Bahram et son ami Sem se séparent, se retrouvent, jusqu'à la rupture finale qui fait sombrer Bahram. Je dormais 1h30, 2 heures par nuit. Tous les jours, sans exception, je pensais à elle. Folle amoureuse, Isabelle quitte son mari pour un homme tout juste rencontré dans une salle de sport. Je suis bien, je suis heureuse, je me sens revivre. Isabelle vit une folle histoire d'amour à sens unique, dont l'issue est brutale. Un dimanche, je décide de prendre ma voiture et de passer devant chez lui. Et juste à ce moment-là, je le vois sortir main dans la main avec une autre femme. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes you got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un homme et une femme au parcours tumultueux. Ils vont nous montrer que l'amour peut réserver son lot de mauvaises surprises. Bahram et Isabelle se sont lancés à corps perdu dans ce qu'ils imaginaient être leur plus belle histoire d'amour pour finalement vivre une passion destructrice. C'est ce qu'ils vont nous raconter. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, Bahram et Isabelle. Et puis, nous sommes accompagnés par Pascal qui va nous illuminer de son expertise sur ce sujet, en particulier des passions destructrices. Alors, quelle est cette passion dont vous venez de nous parler aujourd'hui, Bahram ? Après m'être séparé de mon ex-femme, j'ai rencontré une femme et cette histoire m'a totalement bouleversé dès la première seconde que j'ai rencontré cette femme jusqu'à la fin. L'histoire n'a duré que 3 mois, mais la durée n'avait pas d'importance. C'était l'intensité de cette relation que j'ai eue avec cette femme qui m'a marqué à vie et qui restera toujours. Comme jamais vous ne l'aviez éprouvé, cette intensité ? Comme jamais je l'avais éprouvé, effectivement. Donc on peut parler d'un coup de foudre. Dès que Absolument, vous l'avez absolument. vu, vous avez su. Est-ce que vous êtes guéri aujourd'hui ? Parce que Absolument, oui. C'est quelque chose qui était très difficile de s'en sortir. Quand j'ai su le mot dépendance affective, j'ai compris à quel point j'étais vraiment dans cet état de dépendance, d'affection de l'autre. Alors, on va voir comment on en arrive là. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Et vous, Isabelle ? J'ai tout quitté pour un homme. Je pensais vivre une passion amoureuse, donc j'ai quitté mon mari. J'ai 3 enfants et je pensais vraiment vivre une belle histoire. C'était profond, c'était intense. Et ça a été assez rapide entre la rencontre et quand j'ai divorcé. Donc vous étiez restés mariés 12 ans. Tout à fait. Et vous, Bahram, 30 ans de 30 mariage. ans. Hein. Donc vous allez nous raconter tout ça. On va vivre toutes les étapes de cette relation. Et puis Pascal, vous intervenez quand vous le souhaitez. On va commencer par cette fameuse rencontre, Bahram. Donc, au moment où vous la rencontrez, vous êtes séparé de votre épouse. Vous étiez dans quel état d'esprit ? La séparation, même si c'est moi qui l'avais décidé, c'était quelque chose de très difficile parce qu'on s'est séparés à l'amiable. On n'avait aucun problème, à part quand la vie nous a mis une distance entre nous. Vous avez des enfants avec cette J'ai femme un fils. J'ai un fils. Donc, vous vous séparez à l'amiable ? Douloureusement, parce qu'après 30 ans, je n'ai jamais vécu tout seul. Donc après 30 ans, quand on se trouve entre 4 murs, on est un peu perdu. Donc j'ai essayé de voir de quelle manière je peux rencontrer d'autres personnes. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui va facilement vers les autres, surtout dans la société à Paris. Et jusqu'à un jour, c'était la veille de 11 mai, il y a 4 jours de jours fériés, on avait un pont. Et j'étais totalement déprimé parce que 4 jours devant moi, je n'avais pas mon fils à ce week-end-là et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire pendant ces 4 jours. Et mon assistante m'a parlé d'un site, c'est des personnes qui lancent des sorties pour diverses choses, ça peut être du cinéma, balade, pique-nique ou autre. Et des personnes anonymes s'inscrivent sur ce type de sortie et on fait des rencontres
de cette manière-là. Donc, je trouvais l'idée très, très intéressante. Je me suis inscrit dès le lendemain sur ce site. Je commençais à sortir. Effectivement, je voyais d'autres personnes. La pression d'être seul diminuait un peu. Jusqu'à 6 mois après cette inscription, j'ai eu l'idée d'organiser une sortie par moi-même. Et cette sortie, c'était pour visiter le musée d'Orsay. À cette sortie, il y avait 10 autres personnes qui se sont inscrites. En général, les profils sont renseignés avec une photo, un nom, une ville dans laquelle... c'était des personnes de l'Île-de-France. Il y avait parmi ces profils il n'y avait ni photo, ni nom, ni âge. Simplement, je savais que c'était une femme. Donc, le jour de sortie à 14h, il y a mon téléphone qui sonne, une femme qui m'appelait pour savoir où se trouvait le groupe, parce qu'elle était déjà sur place. J'ai dit non, il faut qu'elle attende encore 1 heure, parce qu'elle s'était trompée dehors. Et arrivé au rendez-vous, les personnes qui étaient inscrites à mon groupe commençaient à arriver, chacun se présentait, jusqu'à ce qu'une très belle femme, jeune et très belle, commence à arriver. Comme j'étais organisateur, je me devais parler avec tout le monde. Et je commence à parler avec elle et je vois que la conversation est très fluide et très agréable. Autant je peux être curieux sur elle, elle était curieuse sur moi, que j'avais un accent d'où je venais. Et avant que je lui réponde, j'avais vu quelques jours auparavant un interview de Omar Sharif qui disait, quand lui il était jeune, son père lui disait à une femme, ne dis tes origines et ton âge qu'après un premier baiser. Je lui ai raconté ça. Donc ça l'a fait rire quand vous lui Ça avez l'a dit fait ça? rire, et c'est une belle entrée en matière. Pas mal. Donc elle a voulu continuer, mais d'autres personnes du groupe nous ont rejoints et ça a cassé ce moment très magique entre nous. Alors, juste entre nous, donc vous êtes d'origine iranienne et vous êtes arrivé à Paris à quel âge alors? À l'âge de 22 ans. Alors, donc je ferme la parenthèse. Ça s'arrête là, la visite, votre journée avec elle, ou ça continue? Non, justement, je voulais absolument pas que ça s'arrête. Donc, après la visite du musée, j'ai proposé à tout le monde d'aller boire un verre. Après le verre, je voulais toujours continuer la journée, bien évidemment. Donc, je propose d'aller dîner ensemble. Encore d'autres personnes qui nous ont lâchés. On n'était restés que 4 à ce dîner. Après dîner, j'ai proposé d'aller au cinéma. Les 2 autres personnes ne pouvaient pas. On était restés finalement tous les 2. Est-ce que vous avez réussi à trouver une autre activité après le cinéma? Après, je lui ai proposé d'aller boire un verre juste en face du cinéma, qu'elle a accepté. Et à un moment donné, elle s'absente pour se rafraîchir. Et je me disais quel prétexte je pourrais trouver pour la revoir demain. J'avais du mal à poser les questions directes, comme pour le baiser, comme après pour un nouveau rendez-vous. Et là, je me rappelle, pendant la visite du musée, on avait vu un tableau de Gustave Courbet qui montrait les falaises d'Étretat. Et en bas des falaises, je voyais une porte. Et quand j'étais dans le café, tout seul, j'ai dit, tiens, je vais lui proposer le lendemain de partir à Étretat et chercher éventuellement cette porte qui était sur ce tableau. Et quand elle revient, je lui propose ça, elle trouve l'idée géniale, et puis elle me dit OK, on se retrouve le lendemain à 8h devant chez elle pour partir visiter Étretat. Ce qui me frappe, je ne sais pas ce que vous pensez Pascal, mais ce qui me frappe, c'est la précision des détails dans le récit de Bahram. Oui, c'est-à-dire que les souvenirs sont ancrés à partir du moment où il y a une charge émotionnelle très forte. Donc, c'est normal que ça reste comme ça imprimé fortement dans l'esprit, parce que les événements aussi sont reliés aux lieux. On se rappelle des lieux, des phrases, même de la musique que l'on a entendue à ce moment-là, lors des événements importants, qui sont positifs ou négatifs d'ailleurs. C'est souvent, il y a des associations comme ça. Alors, on va voir si les souvenirs sont aussi précis chez Isabelle, les souvenirs de cette première rencontre. Alors, 12 ans de mariage, le couple battait un peu de l'aile. C'est vrai qu'on a accumulé des problèmes personnels. Bon, il y a eu des décès dans la famille de personnes proches. On a eu la maladie de mon fils. Mon fils est devenu diabétique, donc on a failli le perdre. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal, on a eu beaucoup de soucis personnels et on a pris des distances entre nous. Donc on vivait ensemble, on se disputait pas, mais chacun était dans son coin en fait. Vous étiez ensemble mais seuls. Voilà. Donc vous étiez un peu disponible. Oui.
et vous allez faire du sport. Tout à fait, on s'inscrit à un club de sport. Et il y a un petit groupe de 3 personnes qui met beaucoup d'ambiance dans cette salle de sport. Donc mon mari a commencé à s'approcher de ce groupe parce que cette personne faisait des activités sportives hors de la salle de sport. Donc du coup, mon mari a commencé à faire du sport et a voulu m'intégrer dans ces activités. Et puis petit à petit, on s'est rapproché justement de cette personne, de mon amant. Ah bon? Oui. Qui n'était pas encore à l'époque. Alors Non. qui était-il? C'était le prof? C'était le prof. Et en fait, il y avait une activité particulière où il voulait vraiment que j'intègre, c'était le roller. Mais à 40 ans, quand on n'est jamais monté sur des rollers, c'est un peu difficile. Pendant le cours collectif, vous aviez senti une attirance de sa part pour vous? Il vous cherchait, comme on dit? Tout à fait. À chaque fois, il surveillait quand j'arrivais au club de sport. Et puis, il s'est rapproché. C'est là que, quand il m'a proposé le cours de roller, il m'a invité en tant qu'ami sur son site. Et via les réseaux sociaux, en message privé, on a commencé à être beaucoup plus proches, beaucoup plus... des sujets un peu plus personnels, un peu plus profonds, on va dire. Toujours en train de me complimenter, que quand je me disais, j'ai tendance à me sous-estimer, donc je lui disais mais non, mais je ne suis pas capable de faire ça. Ah mais si, je crois en toi, et toujours à me complimenter, à me dire que j'en suis capable. Donc j'avais confiance, j'ai été complètement attirée par son encouragement parce que... C'est-à-dire qu'à un moment où vous ne sentiez plus vraiment regardée par votre mari, quelqu'un s'intéressait à vous. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, ce cours de roller, tout d'un coup, il y a un rapprochement physique, puisqu'il est obligé de vous rattraper, de vous soutenir. Qu'est-ce que vous éprouvez? Là, je suis toute émoustillée, je suis complètement... Émoustillée. Émoustillée, oui, complètement. Je suis sur une autre planète, je suis bien, je suis heureuse, je me sens revivre. Et quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que vous avez en tête? Lui. Je dis lui. C'est vrai que quand je suis avec lui, je ne pense plus à mon mari. Mais dès que je rentre chez moi, je culpabilise parce que je vois mon mari à la maison et je culpabilise parce que c'est mon mari et que je l'aime et je suis perdue. On entend beaucoup de choses là. On entend quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, que son mari ne regarde plus, qui a besoin d'être regardé, réconforté, rassuré. Il y a tous les ingrédients pour devenir dépendant, non, Pascal? Oui, il y a tous les ingrédients pour devenir dépendant du point de vue affectif, mais aussi pour être un petit peu manipulé par quelqu'un qui décide de vous rattraper quand vous tombez. C'est une technique. Donc ça, c'est le premier contact. Vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? En fait, je suis très mal à l'aise parce que les conversations sont plus ouvertes, sont plus profondes. Donc du coup, je suis mal à l'aise et j'évite le club de sport aux heures où lui est présent. Au début, je l'ai évité, mais on a continué à communiquer via le réseau, à échanger quand même jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis un jour, il débarque chez vous. Et complètement, il débarque chez moi. Il est assez tard, il prévient pas, et on est en train de manger. Donc j'avais un projet que je lui avais proposé, et il est venu le récupérer en fait, ce projet. Je me souviens, on finissait le dîner, et, je lui ai proposé de finir, de manger avec nous. Et en fait, il a traîné en longueur. On voyait bien qu'il ne voulait pas s'en aller. Mes enfants étaient couchés déjà depuis quelques heures. Et mon mari également m'a dit je vais me coucher, je travaille demain. Du coup, je suis restée discuter avec lui, mais je ne savais pas comment le mettre dehors. Donc, je l'ai dirigé vers la porte de sortie. Et donc là, en fait, il s'est retourné et il est resté me regarder. Et avec un regard profond. En fait, il attendait que je fasse le premier pas. Et alors? J'ai pas pu me retenir et je l'ai embrassé sur la bouche. Et alors là, vous remontez, vous couchez, Voilà. vous devez être totalement bouleversée. Complètement. Vous avez dormi? Pas du tout. Pas du tout, non. Et alors? Une réaction de Pascal? Lorsqu'elle dit qu'elle
il attendait qu'elle fasse le premier pas. Bon, déjà, le premier pas, il l'avait fait, lui, parce qu'il est quand même assez intrusif, d'arriver comme ça, sans prévenir dans votre famille, même si, en même temps, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, puisqu'il venait pour un dossier. Alors, c'est très bien Quand même arrangé, très tout ça, stratège. il me semble. Mais, en fin de compte, il vous amenait à faire le premier pas. Tout à fait. Plus que... Le regard insistant, Voilà. c'est ce qu'il me reproche par la suite. Ah ben Eh voilà. ben voilà. C'est exactement ce qu'il m'a reproché. C'est toi qui as trompé C'est ton toi mari. qui... Voilà. C'est que c'est... Oui. On sent qu'il y a cette manigance derrière ce type de procédure. C'est assez flagrant. Et puis, il savait que vous alliez céder puisque vous l'évitiez. Donc, ça veut dire que vous aviez peur, que vous craigniez quelque chose de vous-même. Mais en même temps, vous restiez cependant longtemps en contact avec lui sur les réseaux sociaux le soir jusqu'à tard. Donc, il savait que vous alliez céder. C'était pour lui une question de temps. Complètement. Mais C'est exactement ça. Il a attendu en fait que je fasse le premier pas. On va revenir à Étretat. Partons à Étretat, prendre un petit bol d'air frais avec vous. Donc, Bel endroit. vous passez la chercher le matin. Voilà, je passe la chercher vers 8h comme prévu. Et elle arrive rayonnante avec une robe en coton bleu marine boutonnée devant, manche courte avec un foulard au cou. Et on prend la route. Elle m'avait dit qu'elle avait peur toute la nuit, qu'elle ne puisse pas se réveiller. Et finalement, elle était là. Elle avait l'air Et alors contente de vous accompagner. Absolument, Donc. absolument. Donc à Étretat, ça se passe bien. On arrive à Étretat, une journée magnifique. Je lui avais dit, en haut des falaises, il y a une église et souvent les couples s'embrassent devant parce que ça porte bonheur. Elle m'a regardé, elle a souri en sachant très bien que je racontais n'importe quoi. Et son sourire m'a encouragé de l'embrasser à ce moment-là. Donc je l'ai prise dans les bras et je l'ai embrassée pour la première fois à ce moment-là. C'était vraiment un moment absolument magique. Dans un cadre magique, dans un moment magique avec une personne magique. Donc voilà, tout était magique à Donc cet j'imagine instant-là. qu'après, il y a eu d'autres baisers ce jour-là. Bien d'autres baisers, on ne s'est plus lâchés, on était collés l'un à l'autre. Toutes les 10 pas, on s'arrêtait, on s'embrassait, on s'est allongé sur l'herbe là-haut pendant je ne sais pas combien de temps à s'embrasser, à s'enlacer. Et on ne voyait pas le temps passer. On a commencé à 11h, il était 3h d'après-midi, on n'avait pas mangé, on n'avait pas faim, on pensait à Et rien vous n'êtes d'autre. pas allé à l'hôtel? Non, on n'était pas. C'était pas dans cette optique. C'était D'accord. pas sexuel. C'était vraiment un moment de tendresse. Apprendre à se découvrir. Voilà, j'étais pas du tout dans cette optique D'accord. d'aller vivre. Alors, vous passez la journée là-bas, donc j'imagine que Voilà. c'est merveilleux. Vous baladez la plage, peut-être le restaurant, et vous rentrez à Paris le soir. Voilà, on rentre vers 1h30. Je la dépose vers chez elle et après, le lendemain, moi, je partais pour une semaine faire le Mont Blanc. Donc pendant Elle une vous envoie un semaine, on se voyait message pas. après cette journée? Elle m'envoie un message très, très agréable, une tendresse, bonheur, qui définissent bien notre journée et puis que j'étais surprenant, enfin beaucoup de mots agréables. Et après, Vous partez une semaine. voilà, je pars une semaine Pour le faire Mont l'ascension du Mont Blanc. Et Ah, donc, vous pendant- avez carrément l'ascension jusqu'en haut? J'aime la montagne, oui. C'était l'une des choses que je rêvais toujours de faire et j'ai profité de cet été-là que j'avais aucun projet avant de la rencontrer. Sauf que vous deviez avoir hâte de la retrouver. Absolument, absolument. Donc on s'était donné rendez-vous près de chez moi pour qu'elle vienne à la maison. Donc j'imagine que c'était des retrouvailles fougueuses. C'était pas encore parce qu'on n'avait jamais été devenu intime encore. Donc on avait tous les deux très envie de se retrouver. C'était un moment très agréable. Mais de l'autre côté, il y a une angoisse interne qui me rongeait parce que je craignais cette première fois. Comme dans le passé, j'avais rencontré quelqu'un dans mes voyages et la première fois, c'était très mal passé. Et j'avais peur que je vive la même chose. Parce que trop anxieux, trop d'attente, vous Voilà, mettez trop de pression. Voilà, absolument. Mais Donc, ça veut dire que vous êtes émotif, vous êtes Absolument. sensible Voilà, et que voilà. vous aviez des sentiments pour cette absolument. femme. Et donc, quand ça arrive, une telle chose à un homme, c'est très compliqué de s'en séparer de cette idée que ça peut recommencer. C'est un cercle vicieux. Et plus on
on craint ce moment-là, plus on se bloque. sûr. Donc c'est assez complexe de s'en sortir. Mais ça veut dire quoi qu'avec cette femme, ça vous est arrivé plusieurs fois de suite avant Par que la vous suite, puissiez oui, avoir voilà. un vrai rapport? Voilà. Ça posait un problème parce que, comme elle a dit une fois pour elle, c'est nouveau pour elle, ce problème. Elle s'est demandé si c'est à cause d'elle. À un moment donné, elle l'a dit. Et je voulais absolument pas qu'elle se sente culpabilisée. J'ai dit non, tu n'as rien à te reprocher. Ce qui ajoute, j'imagine, à votre pression. Absolument. Alors, comment vous en êtes sorti? Bah, peu à peu, les choses se sont calmées. Et moins j'avais des problèmes, moins j'y pensais la fois d'après. Donc, peu à peu, c'est devenu quelque chose. Enfin, voilà, ça s'est estompé vers la fin. Et puis alors, donc vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là, au début de la relation? Vous étiez très amoureux? Très amoureux, sur un nuage 7e ciel. Et pourtant, il y a eu une première dispute assez rapidement. Assez rapidement. Qu'est-ce qui s'est Je ne dis passé? pas dispute, il y a une rupture parce que j'avais beaucoup de problèmes psychologiques et des choses que je pensais ne pas être à la hauteur pour lui offrir une vie et éventuellement si on continue à être ensemble. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà les différences d'âge. Un autre problème que je lui en avais parlé à cette époque, quelques années auparavant, j'avais une société que j'avais déposé le bilan, j'avais des dettes assez importantes. Et sa jeunesse, certainement, à un moment donné, elle allait vouloir un enfant. Et moi, je n'étais pas sûr à ce moment-là, est-ce que je voulais encore un enfant. Tant que je n'étais pas sûr de mon avenir propre, je ne voulais pas un enfant. Donc, tous ces problèmes dans ma tête... Donc en gros, vous étiez sur un petit nuage, amoureux comme un adolescent, et tout d'un coup, la réalité Absolument. se rappelle à vous. Absolument. Et donc, vous lui écrivez tout ça, et sa réaction alors? Sa réaction était très brutale parce que j'étais obligé de lui écrire que j'avais besoin d'assurance. Et je voulais savoir est-ce que je me lâche dans cette relation ou pas. Et donc, je lui ai écrit un mail en disant tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que je peux t'apporter, ma jeunesse? Non. Est-ce que je peux t'apporter un avenir dégagé de tout nuage? Non, non, non. Enfin, beaucoup de questions à chaque fois. La réponse Et vous est non. espériez qu'elle réponde, mais ne t'inquiète Voilà, pas, ne t'inquiète, voilà. je t'aime, de toute façon. Voilà. Et en fait, elle répond Et pas ça du tout. finalement, elle dit non, ton mail me blesse, tu ne crois pas à notre amour, tu ne crois pas à notre relation, donc si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine de continuer. Et voilà, elle a été très, très brutale dans sa réponse. Alors que je lui avais demandé de réfléchir et en discuter ensemble. Et visiblement, non. Donc, elle répond plus au message. Et elle rompt la relation. Pendant combien de temps? Pendant 2-3 jours. Vous deviez être dans un état lamentable. Lamentable. Et vous finissez par dire quoi? J'essaye de l'approcher, d'arracher un mot de sa part. Donc, elle me dit, je ne comprends pas tes messages. J'ai dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je t'aime, par écrit. Après, elle me répond, je suis en larmes. Je dis, bah, écoute, quand on se voit, viens, quand on se voit. Elle me dit, non, je ne peux pas. Et finalement, je m'étais dit, bon, OK, elle n'accepte pas. Et 1 heure après, elle me dit, dans 10 minutes, je suis devant ton bureau. C'est comme si ça y est. Soulagement, l'histoire reprend. L'oxygène arrive, je respire. Vous allez au restaurant et là, il y a un geste qui vous marque. Absolument, qui marque. Elle met sa main sur ma joue en me disant « À nous la belle vie ». Et ça, j'ai beaucoup apprécié cet instant-là. Et Soulagé. voilà, soulagé. Juste un mot de décryptage de Pascal sur ses angoisses, ce passage de l'état amoureux à la réalité qui revient. C'est compréhensible, hein, parce que c'est quand même un homme qui a les pieds sur terre. Et puis, voilà, honnêtement, il ne veut pas non plus créer des illusions. Ou il voudrait que cette histoire prenne aussi un bon départ. Hein. Mais de son vous êtes côté, surprise par sa réaction à elle? Non, je ne suis pas surprise, mais quand même, sa réaction à elle est assez significative. Elle, quand on se dit pourquoi elle a réagi comme ça, je pense qu'elle voulait quelqu'un qui se lance, Bah ouais. quelqu'un qui soit à ses pieds, qui se mette à ses pieds et qui n'ait pas d'hésitation, parce qu'elle a besoin de recevoir, elle, quelque chose de très fort. Et une forme peut-être d'adulation même, que lui fournissait dès le départ. Et lorsque cet élan de sa part à lui est ralenti par le sens de la réalité, elle ne supporte pas. Donc c'est pas surprenant, c'est une façon de fonctionner de sa part à elle.
mais c'est significatif de quelque chose d'elle, peut-être, quand même. De lui, ça va à lui, c'est vraiment normal, sa façon de Et ça pourrait être raisonner à ce significatif de moment-là. quoi? Du type d'amour qu'elle attend de recevoir. Hein. Mhm. Et aussi, du type d'amour qu'elle est capable ou pas de donner, parce qu'elle est tellement dans l'attente de recevoir que, après, donner, ça peut être compliqué. Alors, on revient à Isabelle. Ce premier baiser, cette nuit où vous ne dormez pas. Oui, tout à fait. En fait, donc, j'étais perdue. Je ne savais plus où était. J'étais sur une étoile, j'étais toute émoustillée. Et en fait, à ma grande surprise, on s'est revus donc le lendemain au club de sport, tout pétillant, avec un regard heureux. Moi, j'étais perdue. J'ai dit comment je vais le trouver, ce qui va m'ignorer. Quelque part, au fond de moi, j'espérais que ce soit juste un petit baiser, que ça reste là. Et en fait, c'est lui qui est revenu vers moi, qui attendait que j'arrive dans la salle de sport. Et tout de suite, il m'a fait participer à des ateliers. Et puis, on est resté dans le contact et la communication ensemble. Et à ma grande surprise, au bout de même pas 2 jours, il a frappé à ma porte. Un après-midi où je ne travaillais pas. Et lui travaillait par contre. Et il est passé, il a sonné à ma porte sans me prévenir. J'ai ouvert. Deuxième fois. Et il me dit tu me payes un café, c'est moi. Donc forcément, il est là. Qu'est-ce que je fais? Donc je l'ai laissé, j'ai pas laissé à la porte. Je l'ai laissé rentrer. Moi, j'ai essayé de l'éviter, j'ai fait le café, je parlais de choses et d'autres. J'ai dit, tiens, mais comment ça se fait que tu te rends disponible alors que tu travailles? Et puis, en fait, là, il a été beaucoup plus direct et beaucoup plus proche. Et on est allé un petit peu plus loin que le baiser. Il fallait passer à la vitesse supérieure. Tout à fait. Pour éviter que vous puissiez fuir. Je pense qu'il a senti que je l'évitais. Et parce qu'en fait, ce rapport, moi, je n'ai pas un bon souvenir. En fait, c'était violent, je trouve. C'était, pas violent dans l'acte, mais c'est insistant. Donc, vous ne deviez pas être très à l'aise parce qu'en plus, c'était chez vous, dans votre univers intime. Donc, ça doit être compliqué quand même. Tout à fait, et ça a été court, rapide, et je l'ai repoussé quand même. J'ai dit c'est pas bien ce qu'on fait, je l'ai repoussé, il a insisté, t'inquiète pas, tout va bien, on est juste entre nous. Je me voyais attirée par quelqu'un. Adulé, j'étais quelqu'un d'important pour lui, donc et je peux pas dire qu'il était amoureux, mais il me montrait que j'étais quelqu'un. Alors donc j'imagine que vous êtes quand même emporté par ce désir. Comment vous arrivez à gérer lui et votre mari? Mon mari a commencé à comprendre que je prenais des distances, que j'étais assez irritable. Je commençais à cacher mon portable, puisque cet amant, tous les jours, me contactait. Il ne me lâchait pas une journée. Donc, à un moment, dans mon quotidien, j'étais obligée de cacher mon portable, de le mettre à des endroits où mon mari ne pourrait pas tomber dessus si jamais il sonne. Il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte. Et puis, vous deviez rentrer tard certains soirs? Tout à fait. J'ai excusé auprès de mon mari que je traînais chez une copine. Et en fait, je traînais avec lui. Mais on n'avait pas... on était ensemble, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup. On n'était pas forcément dans le rapport sexuel. Hein. On était beaucoup dans l'échange, Parce qu'un jour, la il vous tendresse. pose une question, votre amant. Qu'est-ce qu'il vous demande? Au bout de 3 mois à peu près, donc au mois d'août, il me pose la question est-ce que tu as encore des rapports avec ton mari? Je lui dis évidemment. Et alors, donc là, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben là, il me fait du chantage. Il me dit je ne veux surtout pas. Mais j'ai pas ressenti comme du chantage, mais de la jalousie. Et moi, j'ai donc, pris ça vous pour a de la flatté. Mais voilà, j'ai
pris sa réflexion pour de la bonne jalousie, pas de la jalousie malsaine. D'accord. Donc j'ai Donc, qu'est-ce vu, que vous avez j'ai décidé, vu alors? qu'il était en colère, qu'il était pas bien. Il m'a dit clairement, je ne veux plus que tu aies de rapports. De toute façon, si tu as encore des rapports avec lui, notre relation s'arrête là. Et moi, j'étais perdue. J'étais dans une situation où ça faisait quand même quelques mois qu'on se voyait quotidiennement et que petit à petit, je délaissais mon mari. Et lui, il allait dans ce sens-là. Donc finalement, j'imagine que vous vous êtes dérobé à votre mari et qu'il a fini par... Par partir de la maison. il vous a quitté. Il m'a C'est pas ce que vous souhaitiez. J'étais perdue, en fait. Ouais. J'étais amoureuse, mais je savais que c'était pas anodin ce que je faisais. Enfin, il quittait la maison avec mes enfants. J'étais en panique, mais j'étais amoureuse en même temps. Baram, la jalousie s'est invitée aussi dans votre relation? La jalousie s'est invitée dans notre relation. C'est l'un de ses défauts qu'elle le revendiquait, c'était sa jalousie. Elle était jalouse de quoi? D'autres femmes. Surtout de votre ancienne femme? Aussi, parce que comme j'avais gardé des bonnes relations avec elle, maintenant elle est partie et je la regarde comme un membre de ma famille. Donc elle était jalouse, Voilà. donc cette situation a provoqué une nouvelle rupture. Absolument, parce qu'elle supportait pas. Donc il y en a eu pas mal de ruptures. Pas mal. Donc il ne durait pas très longtemps, vous reveniez, vous Les 10 jours à retrouviez. peu près, on rompait, on revenait. Et je faisais tout pour la ramener à moi. Mais Donc vous finissez par vous dire, c'est pas normal quand même, en si peu de temps, se séparer autant. Donc qu'est-ce que vous décidez? Vous dites, je suis en train de me faire du mal? Voilà, après troisième rupture, je pense, à un moment donné, on allait se réconcilier parce qu'on s'était donné rendez-vous pour aller au cinéma après quelques jours de rupture. Et d'un coup, j'ai un contact avec une personne que je connaissais, une femme que je connaissais et que j'étais dans le passé attiré vers elle. Et d'un coup, mes pensées sont allées vers elle. J'ai dit, bon, je vais peut-être voir d'autres personnes parce que cette relation, je ne la vois pas sereine et c'est compliqué. Donc peut-être qu'il faut à un moment donné accepter. Donc j'ai invité cette deuxième personne à dîner chez moi. Donc elle avait accepté, elle pouvait que ce soir-là. Et les jours suivants, elle était occupée. Donc j'étais obligé d'annuler mon cinéma avec, on va appeler Mathilde, cette femme. Et j'ai inventé un mensonge, ce que j'aime pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime mentir, mais j'étais obligé à ce moment-là. Et alors, comment ça s'est passé avec cette autre femme? J'ai flirté. Le soir, elle est venue. Je l'ai embrassée. On s'est embrassés, mais sans aller plus loin. Mais j'ai senti que... Vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas. J'ai besoin de Mathilde, en fait. Et donc, cette histoire s'est arrêtée là. Le lendemain, on s'est revus et tout ça. On est reparti. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, chaque jour qui passait, mon amour pour elle grandissait de jour en jour. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a fait que révéler un peu plus votre amour pour elle. Absolument. Sauf qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus pensé à vous protéger. Vous vous êtes laissé aller dans Je me cette suis histoire. totalement abandonné dans l'histoire. Donc ça veut dire qu'en perdant de votre personnalité, Je vivais pour elle. Elle était tout pour moi. Je n'existais pas. Et elle le savait, vous lui exprimiez? Je l'exprimais à chaque fois que j'allais la repêcher. Après chaque rupture, jusqu'à un moment, j'étais vraiment, avec le recul, à quel point j'étais devenu pathétique, pitoyable. J'étais rien vraiment. À quel point je les suppliais pour revenir. C'est la chanson de Brel. Je peux être l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, même ton chien. Accepte-moi être l'ombre de ton chien. À quel point on se sent rien. Donc on veut juste être, qu'elle soit là, que la personne. Pascal, là-dessus, là, il y a vraiment toute la dépendance. Il en parlait comme d'une drogue. Il a besoin de ses mains, il a besoin... Oui, mais si lui, à ce moment-là, il avait eu conscience que, bon,
sentiment de s'humilier devant elle, mais il s'humiliait devant elle parce elle arrangeait les choses de façon à l'amener à ce stade-là. Et en fin de compte, s'il avait eu la mesure à ce moment-là de son manque à elle, qui l'amenait à créer cette situation, il aurait compris que la personne des deux qui était la plus mal lotie, en fin de compte, c'était peut-être pas lui, au final, mais elle, parce qu'elle, elle a de toute évidence un manque abyssal et le besoin justement de recevoir toutes ces attentions si fortes. C'est pour ça qu'elle crée des ruptures. C'est pour pouvoir ensuite créer une situation de réconciliation théâtrale qui satisfait son besoin de recevoir quelque chose d'aussi fort. Et si c'est dans la continuité, dans le quotidien, non, ça devient trop lisse pour elle. Alors Isabelle, votre mari s'en va. Est-ce qu'enfin vous pouvez vivre votre histoire d'amour au grand jour? Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, il y a un divorce en perspective. Donc oui, mon ex-mari quitte la maison, mais pas serein, hein, donc il part en dépression. Hein, donc j'attends qu'il rebondisse un petit peu pour qu'on en discute et qu'on engage la procédure de divorce. Ouais. Une fois la procédure de divorce engagée, je demande à mon amant, maintenant que la procédure est engagée, on peut vivre pleinement notre relation. Et en fait, il m'a dit non, on reste caché pour le bien de tes enfants, tu risques de les perdre. Ça vous a un peu surprise qu'il veuille toujours cacher cette relation? Pas vraiment. Enfin, dans sa façon de se justifier, ça tenait un peu la route. Donc ça vous a pas trop alerté. Mais quand même, pas au début. Vous remarquez des choses qui vous dérangent. Quoi? Il y a des choses qui me dérangent parce qu'il s'installe assez rapidement à la maison. Mais quand je dis s'installe, il vient à la maison après son travail, il mange, il passe les week-ends, il passe toutes les vacances à la maison, mais il n'y a jamais d'engagement de sa part. Au moment de notre divorce, en 2013, quand j'ai obtenu le divorce, je n'ai pas compris en fait pourquoi on était toujours cachés. Et là, c'était plus justifié. Donc en fait, j'ai été sur les réseaux sociaux. Et j'ai déposé des photos de nous en couple à la plage ou à la maison, puisqu'on est allé une fois à la plage. Et comment il a réagi? Il m'a bloqué de tous les réseaux. Et comment il a justifié sa réaction? Que c'était normal, qu'il n'avait pas à se justifier, il n'avait pas à raconter à tout le monde sa vie personnelle. Et là, je n'ai pas compris, par contre. Là, Et puis, vous aviez des doutes, parce qu'il était dit son portable. Tout à fait. Parfois, il s'absentait, vous ne donnez pas vraiment d'explication. En fait, c'est pareil. Avant le divorce en 2013, de 2011 à 2013, il est à la maison, il s'installe, mais crée beaucoup de conflits. C'est quelqu'un de très calme, très neutre, qui n'est pas dans l'agressivité ni dans la violence. Par contre, il a des mots blessants. Et voilà quoi. C'est-à-dire qu'après vous avoir rassuré et porté au nu, il vous a cassé et blessé. Un mot de Pascal là-dessus. Oui, c'est assez typique. Il y a un profil qui se dessine quand même. Oui, c'est un profil effectivement très narcissique et puis très manipulateur et destructeur. Oui, parce que excusez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai que pendant toutes ces ruptures, mais on est démolis, on vit plus. Je regardais même plus mes enfants me parlaient de leur journée. Je disais oui, non, je signais, mais j'étais plus concentrée sur les devoirs de mes enfants, leur activité. J'étais dans pourquoi il me tourne le dos, pourquoi il me répond pas à mes appels, pourquoi il m'a créé ce conflit. Et c'est des conflits en fait où moi je trouvais que je ne provoquais pas ce conflit. Je demandais de justifier de ces attitudes, comme le téléphone le qui était éteint aussi, oui, un jour gentil, le lendemain moins gentil. Il occupait aussi tout l'espace géographique et psychique, tout à fait. De façon à avoir le monopole de vos pensées et puis après aussi de vos activités, de votre vie, mais sans lui donner grand-chose en fin de compte. Et le fait que vous soyez déstabilisé, c'est aussi très tactique en fin de compte. Donc c'est le profil d'un pervers narcissique?
Ah bah, complètement. Il cherchait quoi, en fait C'est en tout cas un profil extrêmement manipulateur. Donc, il cherchait à amoindrir, à faire en sorte que ce soit totalement déstabilisé pour mieux... Déstabiliser, ça permet aussi de créer cette accroche, hein, puisque à dans partir du quel moment but où elle se pose des questions, ça crée la dépendance affective, ça crée le lien. Le fait qu'elle soit sans arrêt en train de se poser des questions, ça l'attache à lui. Lui, pendant ce temps-là, il fait ce qu'il a envie de faire, n'est-ce pas? Et alors, pendant ce temps-là, justement, vous aviez des doutes sur ses activités, parce il rentrait tard, il y avait un portable auquel vous n'aviez pas accès, etc. Voilà, donc en fait, moi j'avais des doutes parce que lors des activités sportives, comme on devait se cacher, on ne devait pas montrer aux personnes à cette activité qu'on était en couple, je le trouvais très proche et tactile avec d'autres filles. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de filles Vous que... le lui disiez, ça? Tout à fait. Comment il réagissait? Écoute, j'aime pas le conflit, je m'en vais. J'aime pas Et- le conflit, oui. C'est Mais fantastique il le cette disait, phrase. hein, il le Parce disait. que comme ça, on évite de parler. Tout à fait. En disant je n'aime pas le conflit, en fait, on évite le dialogue. C'est pas la même chose. Bahram, vous aussi, plein de ruptures s'enchaînent jusqu'à... donc vous dites que vous étiez l'ombre de vous-même, complètement à sa disposition, à sa merci, en quête d'elle et de son amour, de son attention, de sa présence. Il y a un moment même où vous lui envoyez un SMS où vous finissez par lui faire des déclarations insensées. Oui, c'était la veille de la dernière rupture. C'était un week-end où j'étais avec mon fils. La journée, on avait échangé des mots très agréables comme d'habitude. Il n'y avait aucun problème. Le soir, je regarde un film avec mon fils à la télé, donc je laisse mon téléphone de côté pour ne pas être dérangé. Et à 11h, on se couche, je vais dans mon lit et je regarde qu'elle m'avait envoyé des SMS, visiblement qu'elle attendait des réponses. Et elle a dit, bon, ben, tu dois être avec ton fils, et je vais faire dodo. Et je lui ai dit, non, ça y est, je suis à toi, on va commencer à écrire, mais elle ne me répondait plus. Donc j'ai dit, bon, bah, puisque tu dors, je vais me lâcher encore plus. Et là, je dis encore des mots que je ne lui avais jamais dit, notamment, j'avais dit qu'elle était mon étoile polaire dans mes nuits noires, tellement elle m'avait donné vie avec son amour, donc que je l'aimais d'une manière insensée, voilà, tous ces mots. Et je lui avais dit, si la nuit tu te réveilles, je mets le vibreur, tu peux m'écrire et tout ça. Donc j'attendais, je me réveillais la nuit pour savoir est-ce qu'il y a un mot de retour par rapport à tout ce que je lui avais dit. Rien, silence. Ok, bon, elle dort, d'accord. Le matin, je me réveille, toujours le premier geste de regarder le téléphone, toujours rien. Jusqu'à 9h du matin, ce n'était pas son habitude, rien. Quand vous donnez autant, vous êtes en attente de recevoir au moins un peu. Et je ne voulais pas aller encore supplier qu'est-ce qui se passe, lui poser la question, j'avais peur de sa réponse. Donc je vais vers elle, pas de questions banales, alors tu as bien dormi, comme si de rien n'était, comme si je ne lui ai rien dit pour voir sa réaction. Elle me répond d'une manière très banale, oui, mais rien de passionné, rien d'amoureux. Et je sens que des choses ne vont pas et je lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Encore, elle me répond d'une manière très sèche. Encore des doutes, encore de nouveau. Et ça commence à bien faire. J'ai dit non, ne serait-ce qu'un instant, mets-toi à ma place. Avec tous les mots d'amour que je t'ai envoyés la veille, pas un seul mot. Et je sais que si tu te mets à ma place une seule seconde, tu vas comprendre l'enfer que j'ai vécu pendant cette journée. Et finalement, bizarrement, d'un coup, elle dit oui, je t'aime, pardon, je suis maladroit, pardon en lettres capitales. J'étais soulagé. Il suffit d'un mot, avec tout l'enfer que j'ai vécu, c'est comme si j'effaçais tout. Ok, t'es toute pardonnée, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, j'ai peur que mon amour pour toi ce soit trop important, que je sois trop possessif par cet amour que je te donne et que tu as peur de cet amour. Elle saute sur ce mot, oui, effectivement, j'ai peur que tu sois possessif et que je n'arrive pas à respirer, donc je préfère qu'on arrête là. Et là, c'était la dernière... séparation est définitive. Et là, descente aux enfers. Descente aux enfers. Vous perdez du poids. Je dormais 1h30, 2 heures par nuit, malgré les somnifères que je prenais, malgré les somnifères.
J'avais pas de solution. Dans ma tête, c'était la guerre. Enfin, j'avais aucune solution. Donc, on ne vit pas. On ne vit pas. Et donc, ça dure longtemps, cet état. Il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que vous avez pensé à elle tous les jours, très, très, très longtemps. Bien au-delà Pendant 4 ans. des 4 2 ans. mois que vous avez vécu. Pendant 4 ans, tous les jours, sans exception, je pensais à elle. C'est-à-dire que même absente, elle était présente. Absolument, absolument. Je n'arrivais pas à la sortir de mon présent. Ouais. Un mot de Pascal, peut-être, là-dessus? C'est-à-dire qu'elle, elle a rompu. Voilà, avec ce type de femme, peut-être que le problème, c'est qu'elles demandent énormément. Et quand on leur donne énormément, ça leur fait peur. Et donc, tout d'un coup, c'est non. Et donc, c'est le risque. Après, je pense qu'elle a vraiment sauté sur l'occasion. Elle commençait à se détacher. Oui, elle n'était plus comme avant. Ouais. Elle n'était plus comme avant. Même si C'est-à-dire la- que c'était trop facile pour elle? C'était trop Elle avait acquis? obtenu le maximum Ouais. et ça pouvait que redescendre. Et puis aussi, ça lui faisait peur. Après, cette proximité affective et, en fin de compte, lui faisait peur, hein, probablement. Donc, à un moment donné, ça redescend et elle est obligée de... Aussi parce qu'il y a une forme d'inconsistance, en fin de compte, dans son attachement à elle, Ouais. de par son histoire à elle, probablement, personnelle. Et le fait qu'il y ait pensé tous les jours pendant 4 ans, comment vous l'interprétez? Lui, il était attaché. Ouais. Une fois que le lien est créé, ça ne se défait pas comme ça. Donc, en plus, il avait vraiment consacré toutes ses pensées à elle, peut-être projeté l'avenir, puisqu'il s'était interrogé sur l'avenir. Même s'il avait des doutes sur la façon de l'organiser, il s'était quand même interrogé. Donc, il avait projeté. Donc, il y avait le présent. Enfin, tout était réorganisé. Donc, c'est normal, finalement. Mentalement. Oui, bien sûr. Oui, pour moi, oui. Isabelle, donc ça devient compliqué, la relation, toujours cachée. Vous avez des doutes sur sa fidélité. Il ne s'engage pas. Tout à fait. Il y a un moment où vous commencez à en avoir assez, notamment le 14 juillet. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Donc en fait, il n'y a pas d'activité extérieure, puisqu'il ne veut pas qu'on nous voit en couple. Donc vous êtes toujours enfermés. On est toujours enfermés, et chez moi. Est-ce que vous Et- commencez à vous éteindre un peu? à fait. Ouais. Tout à fait. On le fait remarquer autour de vous? Il y a des amis qui vous... Je m'éloigne de mes amis. Ouais, ah ouais. Mm, mm. Classique. Donc j'en ai quasiment plus et les deux qui restent me le font comprendre que ils m'ont fait comprendre qu'en fait il faudrait que je bouquine un petit peu sur le sujet, sur les pervers narcissiques. Donc j'ai commencé à acheter des livres. Et puis, ça m'a fait un boomerang en pleine figure. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est évident. Mais c'est impressionnant parce que j'ai honte, en fait. Je me dis, comment j'ai rien pu voir? On est aveuglés. Moi aussi, jamais je ne pleure. Mais pour lui, je le suppliais. J'étais en pleurs. Mais j'avais honte de moi. Aujourd'hui, j'ai honte de moi quand je vois l'attitude que j'avais. Alors, qu'est-ce Donc, qui se passe ce 14 juillet? Vous en avez marre d'être enfermés? J'en ai Vous marre. commencez à vous rebeller? Je sais qu'avec lui, c'est plus possible le dialogue parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours ma faute, c'est toujours moi qui a tort. Donc je discute pas. Il est dans la chambre, il voit que je boude, mais il fait rien. Il se passe 2 jours quand même sans qu'il réagisse. Et à un moment, il descend. Moi, j'étais en train de regarder la télé en bas, donc déjà c'était assez tendu. Et moi, j'étais en bas. Il descend comme si de rien n'était. Il fait, tu fais pas à manger? Je commence à avoir faim. Et là, comme je ne savais pas lui dire prends la porte, je lui ai sorti une boîte de pâté et j'ai dit si t'as faim, tu manges. Est-ce qu'il a fini par partir? Il a fini par partir, mais Ce soir-là? oui, Quand il est parti, vous avez été soulagée? oui. Oui. Vous avez- Les derniers moments, de toute façon, quand on se disputait, ça me faisait un bien. J'étais soulagée d'un poids parce qu'il m'oppressait quand même tous les jours, même à la maison. Il m'empêchait un petit peu d'avoir des moments d'intimité avec mes enfants. Donc, dès qu'il y avait le repas, hop,
On allait dans la chambre et je ne En pouvais fait, pas c'est avoir ces moments avec Là mon encore, c'est le fils. propre du pervers narcissique qui isole sa proie. Hein. Il y a tout là. Mm. Et bon, ce jour-là, il a dû se rendre compte que ça allait être un petit peu plus compliqué pour lui de vous tenir sous son emprise. Donc, ça devenait, voilà, il sentait que ça allait devenir impossible. Donc, c'est pour ça qu'il est parti Oui. vers d'autres cieux et d'autres victimes. Là, vous dites que vous Mais- étiez soulagée, mais quand même, vous avez pleuré beaucoup. Ah, j'ai été détruite. Et c'est Détruite de le perdre ou détruite détruite de constater l'état dans lequel il vous avait mis? Voilà. Dans l'état, en fait, parce que quand on a des projets, qu'on avance, qu'on divorce, et qu'on espère quand même une vie heureuse avec cet homme-là, et qu'il n'y a rien, les années passent, et il n'y a rien, il n'y a rien. Je donne, mais je ne reçois strictement rien. Donc à un moment, on est obligé de dire stop, et on s'aperçoit qu'en fait, on a fait tout ça pour rien. Alors, vous avez gardé des contacts quand même avec lui? Vous communiquiez? Pas tout de suite. Les premiers mois, j'ai pris beaucoup de médicaments également. J'ai sombré, je me suis isolée. Je suis restée renfermée dans ma chambre alors qu'on était en plein été. Et en septembre, je me suis repris en main. Il y a eu un déclic qui a fait que vous vous êtes repris en main? En fait, je l'ai aperçu en ville et je l'ai vu, il m'a vu, on s'est regardé et il m'a regardé comme un chien battu. Il m'a fait pitié en fait, donc... Vous avez craqué? J'ai craqué sans le revoir, j'ai commencé à lui envoyer des SMS pour savoir comment il va, alors que j'avais changé mon numéro de téléphone pour plus justement être tentée de... Donc vous avez à nouveau repris un échange? Tout à fait. J'ai eu d'autres échanges, on se tenait au courant, comment il allait. Et c'est là où je me suis aperçue du côté narcissique quand même, du côté... il n'a pas apprécié que j'ai un ami qui m'ait aidé pour faire un dossier professionnel. Et en fait, je lui ai envoyé par mail pour lui demander ce qu'il en pensait. Et là, il m'a dit « Oh là 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 là, mais il faut que je le refasse. Je vais venir chez toi, je vais te l'imprimer, je vais te le montrer. » Et donc, ça a été l'excuse pour qu'il revienne, Et là, vienne à la maison. vous avez craqué? Pas tout de suite. Donc, on était plus dans le dialogue d'échange professionnel. Et en fait, il est revenu plusieurs jours parce qu'il fallait fignoler et qu'il a imprimé, qu'il m'a ramené. Donc du coup, en fait, il est revenu à la maison et là, on a recraqué. Avec le même abandon? Le même abandon parce que... Pareil. Longtemps? Non, ça a été assez rapide parce que je me suis vite aperçue qu'en fait, ça recommençait. Donc, Quoi? des absences qui n'étaient pas justifiées. Je savais qu'il ne travaillait pas le mercredi. Je l'appelais le mercredi, il n'était pas disponible. Et je sentais ces mensonges Et bizarrement. donc un jour, vous avez voulu en avoir le cœur net? Voilà. C'est quelqu'un qui se lève très tôt. Bizarrement, à 11h30, un dimanche matin, son téléphone était toujours en mode avion. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à 11h30 le matin, je décide de prendre ma voiture et de passer devant chez lui. Et juste à ce moment-là, je le vois sortir, main dans la main, avec une autre femme. Et là, ça a été le choc. J'étais dans un état second. Je vous avoue que j'avançais avec ma voiture et j'ai eu l'impression que tout s'est éteint. La musique s'est éteinte et ils étaient sur mon chemin. Et j'étais là et j'étais perdue. Lui, il m'a regardée très, très mal à l'aise. Forcément, elle n'a rien compris puisqu'elle n'était pas au courant. Donc vous étiez tellement mal au point de faire une bêtise? Oui. On est vidé, on se sent humilié, on est perdu en fait. On ne sait plus le bien du mal, on ne sait plus si on est en colère, si on est... Par contre, je n'étais pas dans la jalousie. Ça ne m'a pas gênée de le voir main dans la main avec une fille. J'ai compris ce qu'il était en fait. J'ai vu la personne... Vous n'aviez pas envie de le garder lui, mais vous étiez mal par rapport à vous, en vous disant Oui. J'ai tout perdu pour cet homme-là, Un qui dégoût. n'en valait peut-être pas la peine. Un dégoût et puis une haine. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, un jour je vais être dans la honte
parce que j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai de la culpabilité vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants. Et puis j'ai la honte parce que j'ai l'impression que lui, il s'est bien amusé pendant toutes ces années. Il s'est bien... Vous avez toujours des contacts? Moi, j'ai coupé contact. Par contre, lui me relance. Et vous croyez que vous pourriez recraquer à nouveau? Non, là, je crois que j'ai vu le masque, j'ai compris. Et je vous dis, j'ai tellement honte aujourd'hui. Et je suis impressionnée parce que quand je vois comment vous exprimez, vous parlez de votre ex-ami, on sent encore de l'émotion. Moi, j'ai de la haine aujourd'hui. J'ai plus du tout de sentiments pour cet homme-là. Je sais que Pascal, quand on a de la haine, c'est qu'on a encore des sentiments, non? S'il y a des choses qui n'ont pas été évacuées ou résolues, mais c'est aussi une façon de se défendre, qui est une modalité comme une autre, pas si mal que ça en fin de compte. Donc pourquoi pas? Comment vous envisagez votre avenir amoureux? Pour l'instant, il n'est pas envisagé. Je n'ai pas d'autre homme, j'en ai pas eu d'autres. En fait, je n'ai pas ressenti le divorce puisque lui, il était là. Et aujourd'hui, c'est pas qu'une séparation avec cette personne, c'est aussi le divorce que je digère deuil. en fait. Donc, un double deuil en fait. Un double deuil, voilà. Et le fait aussi qu'il vous relance, ça vous met aussi dans cette position instinctive de haine, parce que là, de deux choses l'une, à partir du moment où cette personne vous relance, vous pourriez être vulnérable. Donc la haine, ça vous protège. Enfin, c'est une réaction aussi instinctive de se protéger. Évidemment, une solution optimale, ce serait surtout de ne jamais répondre à ce type de relance, si je peux me permettre. Alors, justement, dernièrement, il a touché la faille en parlant de mon fils qui est diabétique. Donc voilà, et il me dit, je suis à une conférence et j'ai vu que récemment, ça va être remboursé par la Sécu, les activités sportives. Et j'ai eu cet instinct de répondre. Et après le recul, j'ai dit, mais parce qu'il m'a relancé, comment vas-tu? Et j'ai dit non, stop. Oui, c'est bien. Mais là, je pense que je vais bientôt changer à nouveau mon téléphone pour être sûre. Mais j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'armes. Et je sais que ça a été il faut un choc, je crois, dans cette situation. Et le fait de le voir main dans la main avec une autre, ça a été le choc. En tout cas, j'ai entendu quelque chose d'important. J'ai confiance en moi, vient-elle de dire. Oui, donc, si au moins cette histoire vous a permis de gagner un travail en que confiance. Je continue, mais là, j'ai confiance en moi par rapport à cette personne. Ça, c'est sûr que je ne reviendrai pas. Il m'a fait beaucoup de mal. Donc, Bahram, on en était donc à cette rupture. Est-ce qu'elle a été définitive? Elle a été définitive. Donc, vous nous avez dit avoir pensé à elle tous les jours pendant 3 ou 4 ans. Vous en êtes où aujourd'hui? Totalement guéri de son emprise mentale. Comment vous êtes guéri? C'était compliqué les 2 premiers mois après la séparation. J'avais suivi une voie normale, un psy, des médicaments, somnifères et autres. Mais ce psy, c'était un jeune et je ne voyais pas d'aide. J'étais totalement perturbé. Jusqu'à qu'un jour, mon meilleur ami à qui j'avais raconté mon histoire, c'est lui qui est un photographe. Il me dit, tu dois souffrir de la dépendance affective. Ouais. C'était la première fois que j'entendais ce mot. Oui. Et il m'a dit, il faut que tu lises, trouve des livres qui traitent le sujet sur Internet. Il faut que tu lises, et ça va peut-être t'aider. Donc, je suis son conseil, je regarde sur Internet. Effectivement, il y avait des livres. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des blogs, des gens qui traitaient de ce sujet. Et c'est là que j'ai eu moi-même l'idée de créer un blog et raconter l'histoire, mon histoire. Parce que j'avais gardé la trace de tous nos échanges SMS et mails. J'ai dit, j'ai la trame de l'histoire. Je vais maintenant, à côté de ces conversations, dire dans quel état j'étais, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi on a dit ça. Voilà. J'étais très surpris de voir que le blog était suivi dès le début. Tout de suite, il y a eu des commentaires. Des personnes qui attendaient la suite, parce que j'ai mis 5 mois à écrire les 3 mois d'histoire.
Et au début, pendant les 2-3 premiers mois, les personnes qui venaient vers moi venaient pour me donner des conseils parce qu'elles s'y retrouvaient en quelque sorte dans l'histoire qu'elles avaient vécue. Donc, elles me donnaient des conseils pour Donc s'en tout ça sortir. vous a fait du bien, ça vous Absolument, a permis des de... échanges avec des inconnus. Et à la fin de l'écriture, ce qui était absolument incroyable, la situation était inversée. Les personnes qui venaient vers moi, c'était pour me demander conseil, comment s'en sortir des D'accord. histoires dans lesquelles elles se trouvaient. Vous en êtes où sur le plan amoureux aujourd'hui? Les psychiatres, je pense, ils disent après une dépendance affective, il y a un trou noir affectif. Maintenant, j'ai très peur de m'attacher à quelqu'un par peur d'être abandonné par la suite. Donc, j'ai vécu ces dernières années une histoire qui a duré 4 mois. C'était une histoire assez sereine et agréable. On s'est quittés parce qu'il fallait. Elle était jeune, elle voulait avoir des enfants. Et une deuxième, ça a duré 2 ans, mais pour d'autres raisons, ça s'est terminé. Donc maintenant, je vis au jour le jour. Je ne cherche plus vraiment à... Alors, juste, il y a quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas, c'est cette sorte de dépendance affective. On a vu là tout ce qui pouvait conduire à être une proie pour un pervers narcissique. On entend le manque de confiance en elle d'Isabelle et le fait que quelqu'un la rassure. Et donc, là, dans ce cas de dépendance affective, est-ce que vous savez d'où ça vient, ce problème de dépendance affective? Et ça concerne qui? Ça concerne en fait beaucoup de gens. C'est-à-dire que d'abord, c'est pas une maladie, c'est pas vraiment non plus une pathologie lorsque ça n'est pas trop accentué. Ouais. Et ça vient évidemment de la façon dont on s'est construit dans l'enfance, des relations affectives qu'on a eues dans l'enfance, de ce qu'on a Donc reçu d'un des manque de parents. regard, d'un manque d'amour. Oui, mais ça peut être la perception d'un manque de regard. Oui. Donc c'est subjectif. Ouais, ouais. C'est pas forcément qu'il y a eu des mauvais parents. Vous voyez, ça peut être parfois quelque chose d'assez subtil et d'assez fin. En fin de compte, il n'y a pas besoin qu'il y ait un événement. Un gros traumatisme. Non, non, pas du tout. Ça peut se développer assez facilement. Et puis aussi, ça peut se développer après, à l'occasion justement d'une relation spécifique, en fin de compte. Vous savez d'où ça vient, vous, par exemple, Bahram? Non, je pense que je suis quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un assez romantique et j'ai toujours aimé vivre une histoire d'amour. Ouais. Avec- Amoureux de l'amour. Voilà, amoureux de l'état amoureux. Ouais. Je ne suis pas convaincue qu'il soit au demeurant indépendant affectif, comme ça, tout le temps, H24, si on peut dire. Non, heureusement. Voilà, il ne donne pas cette impression. Mais c'est dans cette relation-là que ça s'est déployé. Ouais. Et Et comment vous l'expliquez? parce que la jeune femme qui était en face a instauré ce type de relation. Et avec le chaud et froid, notamment, l'a amené, lui, à être dépendant d'elle. Mais lui, il n'est pas forcément intrinsèquement dépendant affectif. Il ne me semble pas que ce soit son cas. Et qui sont les amoureux du sentiment amoureux, comme il se définit, Bahram? Il y a quelque chose à voir avec l'idéal à ce moment-là. Et d'ailleurs, la jeune femme avec qui il a eu cette relation, il l'idéalisait beaucoup. Le fait peut-être aussi, après tout, de rechercher des femmes un peu plus jeunes que lui, ce sont donc forcément des femmes qui, dans leur physique, ont cet avantage d'une fraîcheur qui contribue à idéaliser donc l'image également. Si lui a besoin de cette image idéale, évidemment, a priori, il la trouve peut-être plus facilement chez une personne un petit peu plus jeune que lui. J'ai vu des très belles femmes d'âge mûr, mais malheureusement, enfin malheureusement pour moi, heureusement pour elles, elles étaient prises. Et alors que dans ces âges-là, il y a beaucoup plus de célibataires, surtout à Paris, Aussi, que, oui, aussi, évidemment. qui permet... Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Qu'on peut s'en sortir, qu'il faut essayer de faire confiance en soi, ne pas avoir manque de confiance. Moi, c'était mon gros problème dès le départ. Il y a Un quand manque même de confiance. cette donnée commune, hein, un manque de confiance Absolument. en soi au départ. Oui, 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 oui. D'avoir des doutes sur ses propres valeurs. Il faut se respecter avant pour que les autres puissent nous respecter. Une possibilité, c'est au lieu de vous dire que j'ai des doutes sur ma propre valeur, dites-vous je suis capable d'avoir des doutes. C'est un plus dans la vie quand on sait manier cette capacité.
Alors, la suite de l'émission va probablement beaucoup vous intéresser, tous les deux. Et si on pouvait tout effacer de sa mémoire, comme si rien n'était jamais arrivé? Eh bien, vous allez le voir, à travers un court-métrage, un jeune réalisateur a imaginé une technologie de l'oubli bien particulière. On regarde ce court-métrage et on en parle après. T'as jamais eu l'envie d'effacer quelqu'un de ta mémoire? Non. Enfin, pas au point de passer à l'acte. Écoute, sur le plan médical, rien t'empêche de le faire. Je trouve ça juste dommage que t'en sois arrivé là. Donc j'ai choisi la facilité, c'est ça? Tu sais que j'en peux plus. J'ai tout essayé et chaque fois c'est pareil. J'en suis arrivé à un stade où je fous plus rien de ma vie. Ça fait 4 mois que je suis cloîtré dans cet appart. Ça me bouffe, ça me bouffe. Allez, tu pourras dire que t'as essayé de me raisonner. Quand t'es prêt, ferme les yeux et essaie de te concentrer sur ton premier souvenir avec elle. Oh, ça n'a pas marché, alors. Ah ben ça, c'est la question, justement. Aude, Luc et Amy nous ont rejoints. Merci d'être là tous les trois. Merci. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Quelle est votre lecture, Isabelle? Je suis sûre que vous en auriez rêvé de ça. J'ai même posé la question à ma thérapeute, oui. Si on oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Ben non, c'est pas possible. Voilà. J'aurais beaucoup aimé faire comme on fait avec des dossiers. On ouvre l'ordinateur, on fait supprimer. Et puis, Corbeille, oui. Ben non, corbeille, oui. Mais souvent, dans la corbeille, ils y sont toujours. Hein. Oui, Et il faut vous, supprimer Baram aussi la corbeille. Vous auriez aimé pouvoir supprimer comme ça d'une touche d'ordinateur? Alors, un grand non. Pourquoi? Et moi, malgré la souffrance, malgré que j'étais détruit pendant longtemps, je suis ravi d'avoir vécu une telle histoire. Pourquoi? C'est quelque chose unique. Ouais. Les sentiments amoureux à ce point fort, c'est... On ne peut pas imaginer à quel point ça nous fait du bien. On a du mal à comprendre pourquoi Je ça ne vous parle a pas fait des du bien. cassures, je parle pas des cassures, des moments de cassure. À chaque fois qu'on était ensemble, c'était le bonheur absolu. Ouais. Mais C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça vous a fait grandir, cette histoire? ça m'a fait appris beaucoup de choses. Sur vous-même. En écrivant mon histoire sur moi-même, j'ai appris beaucoup de choses, bien évidemment. Et vous aussi, Isabelle? Tout à fait, tout à fait. J'ai l'impression de ne pas avoir connu grand-chose avant et d'être plus grande aujourd'hui. Mais Donc, en fait, ce sont des histoires qui vous ont rendu vivant. tout à fait. Vivant, enfin moi, dans mon histoire personnelle, à chaque fois, au fur et à mesure que j'écrivais, c'est comme si c'était une autre personne que j'étais en train de raconter dans mon histoire, et je me disais, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il pensait ça. Ouais. Donc je me suis découvert et Ça vous a permis de mieux vous comprendre. Absolument, absolument. Une réaction de Pascal sur ces deux réactions? Moi, je suis
plutôt contre le gommage psychique. Si on se mettait à effacer éventuellement des souvenirs, prenons l'hypothèse que ce soit possible, où est-ce qu'on s'arrête? Après, on est sans arrêt en train de faire effacer. Qu'est-ce qui reste? Il Non, reste des rien. trucs à effacer, c'est vrai. Et on fait ça dans l'espoir de moins souffrir, c'est plausible, et d'être plus fort, mais en fin de compte, ça ferait des êtres plus vulnérables. Bahram? Oui, je voulais dire, en garde, enfin, ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, le temps efface plutôt les blessures que les bons souvenirs. C'est vrai. Donc les bons souvenirs, on a besoin de les garder. Ça ne nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas pour oublier. Non, mais pourquoi oublier? Pourquoi oublier un tel amour? Non, je préfère qu'elle vive cette histoire, d'où le livre et le blog que j'avais écrit. D'ailleurs, il est dans un musée aux États-Unis, les musées des corps brisés. D'ailleurs, il est là, Je suis celui-là. ravi. Alors, quand même, juste puisqu'on parle de votre livre, j'ai quand même lu à la page 231 un SMS que vous lui auriez envoyé à cette jeune femme. Alors, il y a écrit « Je t'aime » et il n'y a écrit que « Je t'aime », mais il y a écrit beaucoup de fois « Je t'aime ». Combien de fois? Est-ce que vous les avez comptés? Je n'avais pas compté, mais vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Non. J'ai vu comment tu as fait des copies-collés. Ah, c'est dur. Vous avez fait des copier-coller? Bien évidemment. Mais moi, je voulais dire juste un truc. Je voulais demander à Pascal, justement. Cette vague qu'on ressent quand, justement, on est amoureux, peut-être ce que dit Bahram, c'est peut-être qu'on a envie quand on y a goûté une fois, on a envie qu'elle soit reproduite plusieurs fois. Et même si elle a pu nous faire du mal, ce qu'on a pu ressentir à ce moment-là, on a envie de se dire mais il faut que je le revive. Oui, mais Absolument. est-ce que c'est pas un problème, justement, de se dire ça? Parce que non. je vous souhaite pas forcément... Non, mais revivre l'intensité des sentiments amoureux, certes, mais se replonger dans une dépendance, vous le souhaitez? Non, pas du tout dépendance. Parce que maintenant, avec le recul, avec tout ce que j'ai appris de cette croyez qu'on histoire... apprend de ça et qu'on s'y remet pas? Je le pense. Je ne suis pas certain, mais je le pense que je réagirai pas de la même manière, mais j'ai soif de cette chose encore. Je comprends tout à fait. Voilà, j'aimerais le revivre parce que c'est vraiment très intense, c'est vraiment très. Mais sans les inconvénients. Sans les inconvénients, c'est pour ça que le recul. Est-ce que ça existe sans les inconvénients? En tout cas, mais oui. On essaye. Je pense qu'avec l'expérience, ça permet d'avoir. En tout cas, Aude, ce court-métrage t'a particulièrement intéressé. Oui, ce jeune homme, c'est un jeune réalisateur qui a... Alors, qui est-il, Il justement? s'appelle Kevin Nellinger, il a 26 ans et c'est son deuxième court-métrage. Voilà, il fait ses débuts, mais je trouve qu'il a déjà beaucoup de talent. Et peut-être que vous avez vu le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, il y a quelques années. 2004. En 2004, exactement. Et ce film-là, c'est pareil, c'est l'histoire de Jim Carrey et Kate Winslet qui, chacun, en fait, ils vivent une histoire d'amour qui leur fait du mal et ils ont recours à un lavage de cerveau pour effacer le souvenir de l'autre. Donc les deux s'effacent en quelque sorte. Et donc c'est ça, c'est une des inspirations. Et puis il a aussi vu un reportage à la télévision où on parlait d'une expérience japonaise, menée par des scientifiques japonais, une expérience qui est menée sur des souris et les scientifiques effacent les souvenirs traumatiques de ces souris. Donc lui, il a vu ça et lui venait de vivre une rupture très douloureuse, ce jeune homme, Kevin, et il s'est dit, mais si Le réalisateur, là? Le réalisateur, Ah oui, c'est un peu autobiographique. Exactement. Et il s'est dit, mais si seulement on pouvait m'effacer le souvenir de cette femme. Moi, ce que je vois là, c'est que ça ne marche pas, manifestement. Alors lui, il voulait laisser un peu planer le doute à la fin. On voit qu'il y a quand même du mieux parce que ça fait quand même 4 mois, il le dit au début de son film, que ce garçon, le protagoniste principal, est chez lui, il ne sort plus. Et à la fin, le dernier plan, il est dans une foule, voilà, donc le plan est symbolique, et il va mieux. Et après, il croise cette femme, en effet, et il a une réminiscence. Mais pour moi, c'est une courte réminiscence, alors qu'avant, il était obsédé par ses souvenirs. Donc peut-être que justement, il a finalement réussi à apprivoiser ses souvenirs, comme Pascal le disait. Et en tout cas, voilà, il voulait nous laisser... Mais dans le film de Michel Gondry, qui est vraiment, en plus, le premier à avoir planté cette graine
Voilà, et si on pouvait modifier ce souvenir, qui est un film d'ailleurs magnifique, il laisse aussi planer le doute. On ne sait pas vraiment si ça marche ou pas, parce que finalement, je crois que la sensation est tellement forte que même si on essayait de gommer le souvenir, il y aurait presque un réflexe. Oui, mais on peut l'interpréter aussi de la façon suivante. On peut se dire que, bon, ok, il a effacé ce souvenir, il retombe amoureux demain, et ce truc n'aura de cesse que de recommencer et de faire en sorte que ça te bouleverse tout le temps. Donc il ne faut pas essayer justement d'effacer. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on interprète des films comme ça, dont la fin laisse une double interprétation, différemment en fonction de ce que l'on vit, des périodes de ce que l'on vit ensuite. Par exemple, à la fin de César et Rosalie, est-ce qu'elle y retourne vraiment ou pas? Alors si vous êtes très heureuse, bah oui, elle y retourne, sinon elle y retourne pas du tout. C'est vrai. Ou alors l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Hein, est-ce qu'elle lui revient le voir ou pas? Ah ben non, elle ne revient pas le voir. Non, bien, ça nous laisse de la marge. Et ça fait travailler notre imagination. Ouais, Mais c'est vrai qu'on a vu La La Land il n'y a pas longtemps Ouais. et on s'est dit, pareil, on n'a pas eu tout à fait la même interprétation à la fin. Alors, on va pas- Bon, alors est-ce qu'il a été primé ce court-métrage? Alors non. Non, il a été sélectionné dans le cadre c'est déjà pas mal. d'un festival dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, un festival de court-métrage. Il n'est pas parmi les 50 finalistes, mais il est arrivé 220e sur 1200, donc c'est quand même pas mal. Par rapport au nombre de vues du public. Donc en tout cas, lui, ça l'a aidé à oublier, à passer à autre chose, à oublier son ex-petite amie, à passer à autre chose. Et professionnellement, ça l'a aidé en plus. C'est un bon tremplin pour lui. D'ailleurs, il compte faire un autre film un peu plus long, sur la même thématique. Donc Alors, on va s'adresser à la spécialiste des technologies qui, elle, fait beaucoup de copier-coller, qui est très, très bonne. Je t'aime. Et alors là, vous allez nous parler de sites qui permettent à des personnes dans ces situations de rupture douloureuse de s'en sortir ou d'aller mieux. Alors, il y a beaucoup de sites pour rencontrer l'âme sœur et rencontrer l'amour en France, ça pullule. Et maintenant, aux États-Unis, il y a beaucoup de sites pour se réparer après une rupture, se faire une purge amoureuse, réparer son cœur brisé, son chagrin d'amour. Alors, il y a une application qui s'appelle Mend, qui veut dire réparer en anglais, qui a été créée par une jeune femme qui, suite à une rupture amoureuse, d'ailleurs, on va peut-être voir sa photo, suite à une rupture amoureuse, en 2014, elle a commencé, comme on fait tout, on va sur Internet, on regarde des forums, on essaie de trouver des conseils pour essayer de se remettre de cette rupture amoureuse, donc Hélène Huerta. Et finalement, elle s'est dit que c'était pas très satisfaisant, c'était très cliché, un de perdu, 10 de retrouvé, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et donc, elle s'est dit qu'elle allait créer son propre coach pour lutter contre son chagrin d'amour. Elle s'est créée un coach. Elle s'est créée son propre coach. Donc, c'est une application. Vous vous inscrivez, donc vous répondez à un petit questionnaire, combien de temps la relation a duré, dans quel état est-ce que vous êtes, est-ce que vous étiez très, très engagé, comment est-ce que ça a débuté, comment ça s'est terminé. Et ensuite, le coach vous fait un programme pendant 28 jours de sur-mesure. Vous allez avoir des petits exercices à faire. Mais c'est quel genre d'exercices? C'est des exercices psychologiques, physiques? Alors, je ne suis pas allée jusqu'aux exercices physiques, mais ce sont des exercices. Alors, vous écoutez des vidéos, vous écoutez des podcasts, vous avez des exercices de développement personnel pour apprendre à mieux vous connaître, peut-être à mieux cerner aussi comment vous avez agi et réagi dans la relation amoureuse. Et vous avez aussi la possibilité d'échanger avec des gens de cette communauté régulièrement sur Internet, puisque, évidemment, rien n'est mieux que ce qu'on appelle le patient témoin, donc la personne qui elle-même a Donc vous pouvez échanger avec d'équité. Exactement, avec des cœurs brisés. Et puis, le slogan de cette application, c'est « Nous réparons les cœurs brisés ». C'est bon, ça peut être un site de rencontre en même temps, ça peut faire les deux. Oui, Sophie, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Surtout, l'objectif, c'est aussi de créer une communauté, puisqu'elles font partie d'un groupe féministe. L'objectif, c'est de créer une communauté de femmes. Mais il n'y a que des femmes? Il y a aussi des hommes, mais majoritairement il n'y aurait que des femmes qui souffriraient des ruptures? En tout cas, qui ferait une démarche peut-être pour aller... qui ferait une démarche pour comprendre et qui, je pense que peut-être que je me trompe, Pascal va me le confirmer, mais je pense que la femme peut plus facilement se mettre dans une posture de « je souffre, j'assume cette souffrance, j'ai été quittée », qu'un homme, c'est plus difficile, c'est encore
pas tellement rentrer dans les Puis corps, envie je d'en pense. parler, quoi. Envie d'en parler aussi, quoi. Et Qu'est-ce que d'échanger. vous en pensez, Baram? Non, c'est exactement ça. Les hommes en souffrent autant que les femmes, mais ils n'ont pas les mêmes démarches qu'une femme est plus à l'aise de parler qu'un homme, visiblement, parce que moi, je dis qu'il y a plus de 20 000 personnes qui ont lu mon blog. J'ai eu peut-être une vingtaine d'hommes avec qui j'ai pu converser, qui m'ont donné des conseils ou qui m'ont demandé des conseils, pour la grande partie de femmes. Mais c'est pas pour ça que les hommes Ne souffre pas. n'en souffrent pas, bien évidemment que nous. Je pense que ça leur enlève une petite partie peut-être de virilité. Oui, Ils ouais, ont il doit y l'impression avoir d'être de dans ça. un état de faiblesse, alors que c'est Ils simplement ont un état tort de... parce que c'est super séduisant. Ah. Un homme qui avoue Voilà. ses faiblesses et ses fragilités. Je l'ai C'est fait. vrai. Je l'ai fait. Alors donc c'est aussi un site de rencontre, c'est ce que vous disiez. Alors en tout cas non, c'est pas un site de rencontre, c'est pas l'objectif, c'est plutôt un site de partage, de bienveillance. Par exemple, vous dites bon bah voilà, moi tous les soirs avant de me coucher, je relis tous les SMS que mon ex m'a envoyés avant de dormir parce que ça me fait du bien. C'est pas grave, ça passera. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, donc il y a vraiment un côté aussi, soyons indulgents, à chaque jour suffit sa peine. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant sur cette application et surtout la prise en charge 28 jours d'un programme de coaching qui vous aide quand même au départ à vous remettre sur les rails et puis d'être dans la démarche active de simplement essayer de trouver Donc c'est en une anglais. solution. C'est en anglais. C'est en anglais, donc c'est bien. Isabelle, Comme ça, vous pouvez bosser parlez un peu anglais. l'anglais. Cours d'anglais en même temps. Oui, Just a little. Just a little. Deux autres applis. Oui, une autre application qui s'appelle RX Break. C'est une application qui a été montée par deux amies qui se connaissent depuis 20 ans, qui ont connu, elles, des ruptures et qui avaient l'habitude d'échanger sur... voilà, qui se donnaient des conseils. Et elles se sont dit, bah tiens, on va monter une application, pareil, un programme. Alors là, c'est un peu plus thérapeutique. C'est 30 jours. Ce qui est pas mal, c'est que c'est gratuit. Donc, vous vous inscrivez et pendant 30 jours, vous avez un programme moins sur mesure, avec des conseils plus génériques. Mais par exemple, je vous décris le jour numéro 1. Donc, le jour numéro 1, par exemple, vous vous engagez à rompre tout contact avec l'ex. Donc, c'est-à-dire que vous vous engagez à supprimer son numéro de téléphone de votre portable. Vous ne le ou la suivez plus sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est hyper pernicieux aussi. Même si vous n'êtes plus enceinte, vous allez sur le profil. Ah oui, il a mangé avec machin. Ah oui, elle a mangé avec truc. Ouais. Ça, c'est vraiment... On est aujourd'hui dans une technologie aussi qui rend plus difficile la rupture, puisqu'elle nous met l'être aimé sous les yeux, Oui, même si on n'en a bien pas sûr, envie. t'as raison. Donc, le jour 1, rupture totale sur les réseaux sociaux. Vous avez et surtout, effacé le numéro, Baram? Non, et c'est très intéressant parce qu'on devient maso dans ces cas-là. c'est clair. tout à fait. Ça nous fait mal d'avoir des infos qu'on n'attend pas, mais on va quand même les chercher ces infos, et c'est incroyable. Tout le monde le monde fait. fait ça. On est maso, Isabelle? c'est tout à fait La même vrai. chose, on a besoin d'aller voir, il n'est pas avec moi, alors qu'est-ce qu'il fait, qui il voit. On a besoin on est un peu maso, ouais. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans le programme, c'est que vous êtes pris en charge. Donc, finalement, vous vous dites, OK, voilà, je décide, je fais ce programme pendant 30 jours. Et finalement, vous avez juste à suivre les instructions. Donc, supprimer le numéro, les réseaux sociaux. Et quand ils vous appellent ou quand ils vous envoient des SMS, pas de réponse. Moi, je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Hein. Ah. L'appli qui s'appelle Breakup Text, qui veut dire donc le message de la rupture. Hein. Donc, c'est une application qui vous fait elle-même le message pour rompre avec quelqu'un. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, oui, c'est pas si, drôle. C'est une appli américaine ou française? C'est une appli américaine Américaine, aussi. Donc le Tout message est américain. en anglais. Le message est en anglais, donc on va essayer de... Ouais. Peut-être qu'après, vous pouvez le traduire en français et le réenvoyer très classe en après même temps, derrière. hein. Ouais. En anglais, je veux ouais. dire. Mais c'est plutôt loufoque, hein, c'est-à-dire donc vous faites un choix. Donc le premier choix, c'est bon bah voilà, je n'étais plus intéressée par la relation, je suis lassée, je ne t'aime plus et je me suis fait manger par un ours. C'est véridique, hein, ce que je vous dis. Hein. Je me suis fait manger par un ours. Et donc ensuite, en fonction de ce que vous avez répondu, on vous concocte un message de rupture qui est automatiquement envoyé à la Alors, personne. je me suis mangée par un ours, ça veut dire qu'on a trouvé un autre amoureux? Je sais pas. Je n'ai pas réussi à décrypter ce qu'il y avait derrière. J'avais Il y a beaucoup d'imagination après. Elle a de l'imagination, hein, Sophie. Je ne sais pas, moi, ça. Oui. Non, mais bon, ça, c'est pour la touche un peu humoristique. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça existe. Le message par SMS est en fait réalisé par un robot. Hein. Ouais, Soyons d'accord. honnêtes. Hein.
Alors Luc, qui est beaucoup moins branché nouvelles technologies, lui, pas moyen de texto. s'est plongé dans des livres. Livre de Patricia Delahaye, qui est sociologue de formation et journaliste, Ces amours qui nous font mal. Et elle a rencontré des psys, des sociologues et des anonymes. Et elle en a sorti un bouquin qui est assez touffu, assez bien fait. Et ça m'a bien plu. Et alors, donc, elle tente de répondre à tout un tas de questions qu'on peut se poser sur, par exemple, est-ce que j'ai choisi la bonne personne ? Pourquoi est-ce qu'on reste alors qu'on souffre ? Ça, c'est Déjà, une bonne mais question. ça, c'est quand même. Est-ce que j'ai pas de bol ou est-ce que je reproduis des schémas affectifs liés à l'enfance ? Vous voyez, je regarde Pascal. Hein, voilà. Donc ça, c'est assez touffu et c'est pas mal décrit. J'ai bien aimé. Et puis après, elle a rencontré aussi des gens qui ont bien voulu répondre, alors anonymement. Dans chacun des cas de figure. Voilà. Et elle a rencontré notamment Myriam, qui est un nom d'emprunt, bien sûr. Il ne faut pas dévoiler son identité, et qui raconte une histoire hallucinante. Elle a vécu avec un homme qui était un pervers narcissique, on peut le dire, une relation jusqu'au jour où elle lui dit. Comme nous le souhaitions, je suis enceinte, j'attends un bébé. Et le mec est ému, il pleure carrément, c'est fabuleux. Et 2 mois plus tard, il lui dit qu'il ne veut pas être papa, qu'il ne veut pas garder l'enfant. Et donc il l'a contraint à avorter. C'est quand même un geste qui est difficile. Et puis 2 mois plus tard, il lui dit je veux être père. Donc elle retombe enceinte. Et là, il lui dit, je vous cite le truc, 2 mois plus tard, elle a le test de grossesse, et elle lui dit, au téléphone, elle lui dit, ça y est, je suis enceinte. Et là, il est glacial, et il dit, tu comptes faire quoi ? mais tu m'avais dit, non, maintenant c'est différent. Voilà. C'est le ce qu'on chaud et appelle, voilà, le chaud et le froid, c'est exactement. Non mais ça c'est pire que ça. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. C'est du vécu. Hein. Inhumain. Comment as-tu pu croire à ce que je t'avais dit avant ? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Et on a l'impression que justement, ces couples se construisent presque sur ces relations de chaud-froid. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces éclats d'amour et ces moments d'angoisse. Et on dirait qu'ils fonctionnent que comme ça. Et c'est quand même... voilà. Il y avait eu un très beau film avec Vincent Cassel qui s'appelle Mon Roi et qui est un peu dans cette veine-là. Ouais, absolument. Mais ça, c'est le propre de la relation dont vous parliez tout à l'heure, lorsqu'on est avec un ou une perverse narcissique. Oui, c'est le propre d'une relation toxique, où il y a les injonctions paradoxales, et puis aussi la culpabilisation, et puis quoi que fasse le ou la partenaire, il fait mal. Donc, il fait blanc, c'est mal, noir, c'est mal, gris, c'est mal aussi. Parce que par principe, il faut que ce soit mal pour pouvoir justement le ou la culpabiliser et donc l'accuser. Et donc, au final, après, la mépriser et s'en séparer. Et donc, deuxième avortement. Non. Elle a quand même, cette relation quand même a duré 4 ans. C'est long, 4 ans quand même, vivre avec ce type de ressort. Voilà. Donc ça, c'était Ces amours qui nous font du mal. Maintenant, je vais vous montrer une BD. Ça s'appelle Carnation de Xavier Musat. Et Xavier Musat, c'est un illustrateur. C'est lui qui fait les dessins et qui fait le texte et tout ça. Et il avait travaillé sur le film Kirikou et la sorcière. Ah oui, c'est trop mignon. Et ça se passe à Angoulême, lieu de la C'est BD. une histoire d'amour, ça concerne aussi la C'est une rupture. histoire d'amour en fait. C'est un jeune homme qui s'appelle Xavier qui rencontre Sylvia. Et en fait, ils vont avoir une relation suivie pendant 3 ans et qui va être faite que de contradictions, que de je t'aime moi non plus. Et ça va jusqu'à leur rupture et qui va être vraiment une libération pour lui. Mais ça, c'est un boulot de 10 ans. 10 ans de dessin, de trucs. C'est vraiment... C'est une BD autobiographique. Ouais, une BD autobiographique et Donc, c'est vraiment très vachement... artistique. Voilà, et par exemple, je vous cite juste un petit passage là. Pour la première fois qu'ils s'embrassent, par exemple, ici, là, donc ce garçon, Xavier et Sylvia, et il dit... Son rouge à lèvres épais me fit l'effet d'une bouche en plastique. J'eus l'impression d'embrasser un masque. En gros, il s'aime, mais il ne s'aime pas. Et il dit à la fin, j'apprendrai plus tard que ce dégoût du premier baiser était aussi réciproque pour elle. C'est fou, ça, de s'engager comme ça dans une relation. Pascal, là-dessus Les femmes qui ont été victimes, les femmes, enfin, par exemple, hein, dans le cas d'une femme, qui ont été victimes des pervers narcissiques, disent souvent que la première fois qu'elles ont vu ce partenaire, il ne leur n'aura pas plu. Ouais. Ah oui. C'est souvent. Ah oui. Et après, lui, grâce à son charme, en fait, à sa capacité de fait. séduction... Cet homme-là, moi, ça faisait 2 ans que je le croisais à la salle, il m'était complètement indifférent. Ah oui, vous plaisez pas. C'était pas du tout mon style. D'accord. Mais c'est ce que résume très bien Proust dans la dernière phrase d'Un amour de Swann, c'est ça. Il dit j'ai passé tant d'années à gâcher ma vie pour quelqu'un qui ne me plaisait pas. Voilà, c'est la dernière phrase d'Un amour de Swann. Voilà. Troisième livre. Dernier bouquin. Alors ça, je... Cultivé, Luc, Oui, hein. il y a de la...
Il a bossé, hein. Un minimum, même si Proust c'est dur. Hein. Ça, voilà, alors là on revient, c'est plus ludique. Un petit cahier d'exercices pour les couples heureux. Alors ça c'est vraiment pour pas tomber dans un truc qui va faire du mal. Quoi. Ah, donc c'est vraiment... pour maintenir, voilà, l'amour. Maintenir. Enfin, ça c'est Yvonne Dallaire qui a écrit ça, qui est psychologue et sexologue. Et alors c'est un cahier, hein, format CIS et tout, hein, 48 pages. Et de vacances quoi. 2 €. Non. et voilà, et ça, déjà ça nous permet d'identifier par exemple ce qu'est une relation toxique. D'abord, on apprend plein de choses. Si dans votre couple, voilà, je vous lis, vous devez continuellement vous battre pour satisfaire vos besoins légitimes. Si votre couple est malgré tous vos efforts, le territoire dévasté où ne règne que le vide, l'isolement, le manque, le silence, que vous êtes dans une violence psychologique. Voilà. Là, vous identifiez que vous êtes dans une relation toxique. Et après, alors il y a tout un tas de petits quiz. Hein, on pourrait l'amener sur la plage aussi. Voilà. Alors, après, il y a des cocher, points, il y a des points, le ça t'aime calcul bien, et tout ça. je sais que t'aimais bien. Je sens que Sophie a envie de faire le cahier. Voilà, alors là, je vous lis on va faire le petit test. Voilà. Il y a 15 questions, je ne vais pas toutes vous les poser, mais par exemple, pour savoir si votre couple est aux prises avec un déséquilibre. D'accord. Alors, par exemple, Répondez oui ou non. posez-nous des questions. L'un de vous deux est-il possessif ou jaloux? Toi, tu. Moi, je peux pas répondre. Je peux pas répondre à cette question. On n'est pas obligé de donner Bon, la réponse à tout le monde. L'un de vous est-il considéré comme le bon et l'autre comme le méchant? Ouais. Enfin, je veux dire. Ah ouais, d'accord, non, t'as pas dit, t'as compris. Tu dis quoi? D'accord. Ouais, la question. Ok, je vous pose une autre question, attention. L'un de vous dit-il souvent on ne fait jamais rien ensemble? Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, parce que je peux changer. L'un accuse-t-il l'autre de chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Tu cherches toujours des problèmes, il n'y en a pas. Ah bon? Et voilà, et ça vous répondez oui ou non. Et là on vous dit à la fin, si vous avez répondu non à toutes ces questions, vous êtes probablement en pleine lune de miel. Voilà. Si vous avez entre 1 et 3 oui, que vous vivez ensemble depuis plus de 5 ans, bravo, vous avez bien. Voilà. Et puis alors si vous avez En plus... même temps, c'est un peu des la palissade, j'ai l'impression, non? Oui, quand même. Ah, il y a un peu, mais ça permet un peu de savoir où on en est aussi, d'identifier un peu des Est-ce trucs. qu'on peut le des faire en situations. couple, justement? Bah oui. Exactement, il faut le faire en couple, c'est vraiment... Au moins, c'est peut-être le début d'un dialogue. Si on le fait en couple, peut-être ensuite dialoguer pour argumenter la réponse, ou d'un dialogue ou d'une dispute. C'est selon. C'est qui tout double. Hein. Ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires avec qui il n'est pas possible d'avoir un dialogue. Donc ça risque de déjà, créer... c'est pas mal, hein, si vous avez un partenaire... oui, mais ça risque de créer des tensions. Après, il y a des choses... par exemple, est-ce que vous souffrez de violences psychologiques? Les personnes, ça peut peut-être ne pas leur parler parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la violence psychologique, et il faut le définir. Et puis, justement, les personnes souvent n'ont pas conscience. Les personnes qui subissent de la violence psychologique n'ont pas du tout conscience. Donc, il faut leur donner des choses plus précises pour qu'elles se disent « Ah oui, c'est ça ». Et puis on va conclure avec le livre de Barham, Journal d'un amour impossible quand l'amour devient une drogue. Donc c'est le blog que vous avez tenu. Vous aussi, vous tenez un blog? Vous m'avez dit ça tout à l'heure? Oui. Enfin, je ne tiens pas un blog, mais je suis inscrite sur un blog. Et heureusement, justement, que j'ai ce blog et que ça me permet de communiquer et de comprendre depuis le mois de juillet, depuis la rupture. J'ai besoin de tous les jours d'aller lire et de comprendre d'autres situations parce que, comme vous dites, tant qu'on n'a pas compris, en fait, on parle à tout le monde de violence psychologique, mais quand on n'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. C'est ce que disait Barham tout à l'heure. Hein. Finalement, ils s'en est sortis à la fois en recevant des conseils, puis en donnant, en tout cas en en parlant avec d'autres qui ont partagé cette expérience. D'écrire, évacuer. D'autres personnes qui m'ont contacté ont eu l'idée d'écrire, mais tout le monde n'a pas pu aller jusqu'au bout, ils ont abandonné. Mais par d'autres moyens, il faut évacuer. Tout ce qu'on peut faire, c'est ne pas les garder en soi, ne pas s'isoler. C'est les deux. Très bien. Merci à tous. Merci aux dénicheurs. Merci. Pour ces initiatives, courts-métrages, sites qui pourront peut-être en aider certains d'entre vous. Et puis merci à nos deux invités et à l'expertise de Pascal. Merci à vous de votre fidélité. Bon après-midi sur France 2. Au revoir. Lundi, dans 1001 vies, nous recevons 3 jeunes femmes au destin brisé. Francisca est passionnée de cuisine. Admise dans une prestigieuse école, la jeune femme décroche un stage dans un restaurant étoilé. C'est un rêve. Quand on regarde le plat, on dit « Waouh, j'ai participé à faire ça ».
On est trop contents. Le rythme est soutenu, mais Francisca est fière de se voir confier des responsabilités. Mais un jour, la situation bascule. Mon chef a fermé la chambre froide. Il me dit « Est-ce que tu appelles ça éplucher des pommes de terre ?» Sur le coup, je réponds pas et là, c'est une gifle. À 17 ans, Victoire est repérée dans la rue. 2 mois plus tard, la jeune femme s'envole pour défiler à New York. Quand vous arrivez dans l'agence, on prend vos mensurations et là, ça ne va pas. Vous êtes trop grosse. Et du coup, j'ai essayé de me faire vomir. Je prenais des laxatifs. Sans s'en rendre compte, Victoire est aux portes de l'anorexie. Son monde se brise. On voyait mes os de partout. C'est véritablement de la maltraitance, dans le sens où ils vous demandent d'être à l'état de squelette. Et c'est extrêmement dur de se reconstruire après. Alicia intègre l'école de l'Opéra de Paris à 8 ans. Petit à petit, elle s'isole et souffre en silence. Faut rentrer son ventre, faut rentrer ses fesses, se tenir droite. On danse non-stop. J'avais les pieds en sang. C'est une torture.